Je suis Claire Lemercier, je suis historienne au CNRS et je m'intéresse notamment à l'histoire de l'État et de ses frontières avec le secteur privé. Avec Willy Pelletier, qui est sociologue, et Julie Gervais, qui est enseignante et chercheuse en sciences politiques, il y a plusieurs années, nous avons eu envie de rendre accessibles les recherches sur les services publics, la fonction publique, leur histoire et leur transformation récente. De rendre ces recherches accessibles autant que possible aux décideurs, mais aussi à toutes les personnes concernées, les agents publics aussi bien que les usagers. Nous avons publié en 2021 un premier livre, La valeur du service public, et nous venons d'en publier un deuxième, qui se centre davantage sur les agents publics et qui s'appelle La haine des fonctionnaires. Nous commençons le livre en disant que personne n'a jamais écrit une chanson d'amour aux fonctionnaires. Et c'est vrai. Les clichés qui les critiquent sont aussi anciens que le mot fonctionnaire lui-même. Nous revenons sur ces clichés, notamment sur la paresse et les privilèges supposés des fonctionnaires, parce que nous pensons que c'est toujours utile de démonter ces clichés. Nous faisons ce travail à la fois en donnant des chiffres, par exemple sur les horaires atypiques, sur la santé au travail, des chiffres qui montrent que la pénibilité est souvent du côté du public. Mais nous le faisons aussi en racontant des histoires, des épisodes précis pour incarner notre propos. Ces histoires nous permettent aussi d'évoquer les nombreux métiers du public qui ne sont pas des métiers de bureau, des brancardiers aux éboueurs, en passant par les vaguemestres, c'est-à-dire les personnes qui distribuent le courrier dans les services municipaux. Ainsi, une directrice de service nous a raconté comment elle s'en voulait, parce qu'elle avait violemment critiqué deux agents, deux vaguemestres, qu'elle trouvait trop lents, qui selon elle faisaient trop de pauses petits gâteaux avec leurs collègues. Sauf que le jour où elle a eu l'idée de faire leur tournée elle-même, elle s'est rendue compte que ça n'était pas faisable. Leur matériel était tellement inadapté que leur corps ne tenait pas sans ces pauses. Donc nous racontons des histoires d'aujourd'hui pour répondre à des clichés très anciens, mais pas seulement. Si nous avons ressenti le besoin de mettre le mot « haine » sur la couverture, c'est aussi parce que nous avons le sentiment que quelque chose a changé. Nous citons des entretiens avec des personnes des classes populaires qui se retrouvent privées d'accès aux services publics du fait de la dématérialisation, de la réduction des horaires de guichet ou de leur regroupement trop loin de chez elles. Et ces personnes expriment une haine vraiment violente qui retombe sur ces agents des guichets. Nous parlons aussi de haine qui s'exprime différemment. Si on pense notamment au choix systématique de l'externalisation que font les décideurs du public, même lorsque ça coûte plus cher d'externaliser, eh bien nous y voyons une sorte de haine de la fonction publique par ceux-là même qui la dirigent, mais qui pensent que les entreprises sont toujours plus efficaces. Cette haine, ces dirigeants l'ont internalisée au fil des décennies, via leur formation dans les grandes écoles, via des règles budgétaires notamment. Elle ne s'exprime pas par des insultes, mais elle est tout aussi violente dans ses conséquences. Et puis il y a la haine de soi, ou en tout cas de son propre travail, qui exprime des fonctionnaires à tous les niveaux, lorsque le nouveau management public les empêche de bien faire ce travail. Comme dans notre livre précédent, nous avons privilégié les extraits d'entretien et les descriptions de moments vécus bien précis dans l'écriture, pour rendre le livre plus vivant, mais ça répond aussi à une conviction sur la manière de faire des sciences sociales. En effet, nous pensons que pour bien comprendre ce qui fait agir les personnes, il faut passer suffisamment de temps avec elles, connaître un peu leur passé, savoir avec qui elles travaillent, savoir ce qui les fait courir. Quand on n'a que des chiffres dans un tableau Excel, bien sûr on peut poser des constats, mais on ne peut pas comprendre des processus, entrer dans les causalités. Concrètement, certaines des histoires que nous racontons sont issues d'entretiens approfondis que nous avons menés nous-mêmes. D'autres sont extraites de travaux d'enquête de collègues, d'étudiants ou encore de journalistes. Par exemple, nous parlons de l'externalisation du nettoyage des lieux de soins. Pour ça, on a utilisé des travaux d'économistes qui chiffrent les coûts cachés du recours à ces entreprises de nettoyage. Mais on a voulu aussi entrer dans le vécu des différentes personnes impliquées.
Et pour ça, on a utilisé un mémoire de master de sociologie, un rapport de stage de l'École des hautes études en santé publique, une enquête de cache investigation et encore de la documentation syndicale et les sites web des entreprises. Et on a zoomé sur l'EHPAD qui fait l'objet du rapport de stage. Ça permet de voir d'un côté que l'externalisation finit par poser des problèmes, à la fois aux salariés de l'EHPAD, à celles de l'entreprise, aux patients, à leurs familles. Mais on voit aussi que presque tout le monde, au départ, était d'accord pour externaliser le nettoyage. En fait, l'idée d'écrire ce deuxième livre, elle est largement venue des rencontres autour du premier livre, où les participants nous ont raconté leurs propres histoires. Et ce sont certaines de ces histoires que nous avons eu envie de partager. Ces rencontres, elles nous ont aussi incité à creuser certains thèmes, comme la dématérialisation, la haute fonction publique ou les cabinets de conseil. Sur ce sujet, nous avons bénéficié de l'expertise de Julie Gervais, dont les recherches ont porté d'abord sur la formation des hauts fonctionnaires et plus récemment sur les cabinets de conseil. Et puis, l'actualité de ces dernières années rendait ces questions particulièrement intéressantes. Évidemment, je pense au scandale McKinsey, mais aussi à la réforme de l'ENA et des grands corps. Dans cette partie du livre, nous revenons sur la notion de noblesse managériale publique-privée que nous avions introduite dans notre précédent livre, pour situer plus précisément cette notion parmi les plus de 10 000 hauts fonctionnaires français. Ça nous semblait important, pas seulement comme chercheurs et chercheuses, mais aussi pour répondre à un anti-élitisme de plus en plus répandu sur l'ère du « tous pourris ». Cette noblesse managériale publique-privée, c'est le groupe qui profite très directement des réformes de la haute fonction publique, notamment pour augmenter ses salaires via des postes de contractuels de luxe et pour multiplier les allers-retours entre postes dirigeants en entreprise et dans le public, sur fond parfois de conflits d'intérêts assez évidents. Mais cela représente une toute petite minorité au sein des hauts fonctionnaires, une minorité concentrée dans les fonctions qu'on appelle à la discrétion du gouvernement. Une minorité donc, mais qui donne le « là » aux autres hauts fonctionnaires, qui sont pour l'essentiel obligés d'appliquer et de promouvoir les réformes managériales, ou sinon de partir. Ce que nous pointons aussi, c'est que les réformes récentes de l'ENA et des grands corps ne peuvent que multiplier ces profils, qu'elles vont plus encore inciter les personnes qui veulent faire les plus belles carrières à la soumission aux différents gouvernements, plutôt qu'à l'indépendance. En fait, cette toute petite pointe de la fonction publique, elle s'écarte de plus en plus du statut général, pas seulement par ses rémunérations et ses conditions d'avancement, mais aussi parce qu'elle s'affranchit des garanties d'indépendance politique des fonctionnaires, qui était pourtant un des objectifs centraux du statut. Cette question d'indépendance, on la retrouve aussi quand nous entrons dans les cabinets de conseil qui travaillent pour le public, pour essayer de comprendre ce qui fait que tellement de décideurs ont recours à ces cabinets. Pourtant, ça coûte cher. Et il est assez connu que les données sur lesquelles les consultants travaillent ont en fait le plus souvent été produites dans le public, dans la recherche, dans les inspections notamment. L'atout des grands cabinets de conseil, c'est en partie leur capacité à rendre très vite des rapports très bien formatés, mais c'est aussi leur docilité. Contrairement à l'idée répandue qu'ils apportent ce qu'on appelle un regard plus extérieur, nous citons des entretiens avec des consultants qui indiquent clairement qu'ils ne sont pas payés pour remettre en question le bien fondé des commandes qui leur sont faites. C'est vrai, mais nous avons aussi essayé de pointer ce qui permet à certains fonctionnaires de tenir, de continuer à bien faire leur travail. Nous parlons de personnels épuisés, mais qui tiennent, qui font tenir leur service parce qu'ils peuvent s'appuyer sur un collectif. Nous citons aussi, par exemple, des municipalités où un directeur, une directrice des services ont pris du temps pour construire du collectif dans leurs équipes et pour discuter du sens de leur travail, au lieu peut-être de parer au plus pressé en augmentant le temps de travail individuel de certains agents. Et nous parlons de groupes d'agents qui s'organisent eux-mêmes pour contourner certaines règles, des règles liées au reporting, au minutage de leurs activités, quand ces règles sont en réalité absurdes et les empêchent de faire leur travail.
Une agente de Pôle emploi nous a ainsi expliqué en entretien sa manière de travailler, qu'elle et son équipe ont adapté avec l'expérience au profil réel des chômeurs de leur ville. En contrepartie, ils passent très peu de temps sur des tâches qui sont jugées essentielles dans les indicateurs nationaux. Et elle conclut comme ça. « J'appelle pas ça gruger si tu trafiques l'indicateur. J'appelle ça te rendre possible ton métier. » Depuis un an environ, nous avons eu l'impression d'un regain d'intérêt, notamment dans les médias, pour les questions de service public. Et aussi un discours plus critique du nouveau management public chez certains responsables politiques. Mais pour l'instant, ce sont surtout des paroles. Les tendances de fond qui nourrissent la haine des fonctionnaires, elles continuent. Dans notre conclusion, nous rappelons qu'il n'y aura pas d'amélioration des services publics sans une réflexion et une lutte en commun, menée à la fois par des fonctionnaires et des usagers. Et nous croyons beaucoup au fait de mener ces discussions de façon située dans des villes, des quartiers ou autour de métiers précis. Ça peut être un antidote aux comptages abstraits qui mettent tout en équivalence avec n'importe quoi et qui ont nourri trop de politique dans les dernières années. Donc nous posons une urgence, on s'arrête, on réfléchit ensemble à pourquoi on fait tout ça. Malheureusement, ça n'est pas l'atmosphère politique du moment, mais ça nous paraît être le seul moyen de restaurer la confiance de la population et la confiance des fonctionnaires eux-mêmes et elles-mêmes dans leur mission.